Heu, voilà, donc bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, j'ai juste eu le temps de faire les présentations. Donc Élodie et moi-même, Édouard Massonneau, nous sommes de l'Odadvar, donc l'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var. Donc association 1901, but non lucratif. On est régi par le code de l'urbanisme, hein, donc c'est assez particulier. Il y a une cinquantaine d'agences d'urbanisme en France et notre rôle, c'est d'aider nos membres, qui sont les groupements de communes, qu'il s'agisse des métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes, à avoir un aménagement des territoires plus vertueux, à la fois dans la planification, aussi dans l'opérationnel, enfin dans le préopérationnel, je voulais dire, dans les opérations d'aménagement, et puis également sur l'observation. Voilà. Donc, pour ma part, je vais vous présenter cet après-midi donc un outil cartographique numérique qui, je vous le dis tout de suite, est disponible à tout le monde. Donc, Élodie va vous repasser un peu les identifiants. Heu, on fonctionne avec des identifiants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des données qui peuvent être un peu sensibles, notamment sur, les aires de captage d'eau potable transmises, par l'ARS, et du coup, il a plutôt été demandé que ce soit accessible à toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur les thématiques de l'urbanisme favorable à la santé, mais sans que ce soit forcément ouvert au grand public, comme ça de manière large. Heu, voilà. Juste pour vous dire un peu niveau personnes présentes, alors on a bien évidemment les personnes du Var, hein, et puis ça, on va dire, ça ratisse assez large entre les collectivités, des syndicats, et puis, on a différentes, organismes et partenaires, d'appui aux collectivités, et puis on a aussi d'autres collègues d'agences d'urbanisme, d'ailleurs en France, parce qu'il y a eu un peu, ben, c'est voilà, c'est un sujet qui commence à prendre depuis quelques années, et j'ai eu l'occasion de voir que, voilà, cet outil numérique pouvait un peu, être, déployé sur d'autres territoires. Donc voilà, l'idée, c'est de le présenter. Alors, j'ai déjà présenté l'outil il y a 6 mois et il y a aussi 1 an d'ailleurs, et donc l'idée, tous les 6 mois, c'est de le représenter pour qu'il soit le plus utilisé possible. Donc n'hésitez pas à transférer les liens, à en parler si ça vous a plu, et puis surtout à me faire remonter les choses qui ne vont pas aussi, hein, parce qu'il faut rester humble dans la démarche, il y a forcément des choses à améliorer. Voilà, donc déjà peut-être pour introduire ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc l'idée, c'est de prendre en compte, la santé et le bien-être, de la population dans les projets d'aménagement de territoire, et en fait, une fois que je dis ça, donc on parle à la fois de santé physique, sociale et mentale, donc on est bien sur les notions de bien-être, et en fait, une fois que je dis ça, pour tous les urbanistes, ou ceux qui touchent de près ou de loin à l'aménagement du territoire, ils se disent: «Ouais, en fait, rien de nouveau». Et bah, c'est tout à fait le cas. Il n'y a rien de nouveau, simplement peut-être une nouvelle sémantique. Et là, je reprends un peu ce que disent un peu les spécialistes, notamment par rapport au changement climatique. Qui dit changement de modèle, dit aussi changement de mots. Et en fait, l'idée de travailler sur la santé et le bien-être, c'est peut-être aussi une nouvelle manière de finalement de sensibiliser nos élus aux enjeux de santé environnementale, entre autres. Et c'est un petit peu l'objet, parce que vous allez voir que ça va être des données, qu'on utilise, des données qui sont déjà utilisées depuis pas mal de temps, par les urbanistes. Pour autant, on a un nouvel angle d'attaque, et puis surtout, et là je le vois bien par exemple avec le webinaire de cet après-midi, c'est que finalement, on a un réseau qui est de plus en plus large, et quand on parle d'urbanisme favorable à la santé, on a les professionnels de la santé qui, eux, s'intéressent de plus en plus, du coup, au préventif et pas seulement au curatif, et on le voit bien, du coup, avec la présence, des ARS, de l'ARS PACA, en force cet après-midi. Je vous remercie d'ailleurs. Il ne faudra pas hésiter, du coup, à réagir une fois la présentation faite. Hem Et du coup, voilà, donc là, ce qui est intéressant, en fait, dans ce nouveau concept, qui est finalement pas si nouveau, il date, du Grenelle en France, et il date des années 80, avec l'OMS autrement au niveau mondial. Mais voilà, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique, bon, bah, liée au Covid forcément, et puis liée, aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Voilà un peu pour l'introduction. Si vous voulez, à l'issue de la présentation de l'outil, on pourra revenir, hein, sur l'EFS de manière plus large, parce que voilà, même si petit à petit ça prend, on s'aperçoit qu'on a du mal quand même à diffuser, tout le concept lié à l'urbanisme favorable à la santé, et c'est notamment, l'objet d'une sorte de séminaire qui va être organisé par l'ADEME, très prochainement, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut un peu donner un second souffle un peu à cette dynamique pour que ce soit bien pris en compte, de manière le plus large possible. Voilà. Alors, je vais vous partager l'écran
avec, donc, avec le Map Santé. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon pour tout le monde. De toute façon, Élodie m'arrête si toutefois il y a des problèmes techniques, c'est l'avantage, d'être à 2. Juste pour vous dire, si toutefois il y a des questions, je vous invite plutôt à les poser à l'écrit, hein, sur le chat, comme vous avez l'habitude de le faire, je pense. Et puis, bah, j'y reviendrai, à la fin de la présentation. Voilà, si ça vous va. Donc je l'ai déjà dit, je le redis, disponible à toutes et tous avec identifiant et mot de passe pour que ce soit pas forcément ouvert au grand public parce qu'on a des données un petit peu plus sensibles, que d'autres. Donc cet outil, il a été, en fait, créé, dans le cadre d'un appel à projet du PRSE 3, hein. Là, on est en train, enfin pas nous, pas moi du tout, mais je veux dire, l'ARS et Adréal, pardon, sont en train de réaliser le plan régional santé environnement 4, en train de le mettre en route, si je me trompe. Et heu et donc dans le cadre du PRSE 3, on avait répondu à un appel à projet, hein, sur le thème de l'urbanisme favorable à la santé qui était destiné au milieu associatif. Et donc l'idée, c'est de développer un outil numérique qui permet de voir un petit peu les dans le jargon, on parlait des déterminants de santé qui sont ni plus ni moins des critères socio-environnementaux, pour bien prendre en compte, le bien-être de la population, dans les projets d'aménagement, actuels, et futurs. Donc dans le cadre de cet appel à projet, on a développé cet outil et puis ensuite on a essayé d'aller dans les différents territoires, du département pour prêcher la bonne parole sur le sujet. Et à côté de cela, on essaye de développer des démarches UFS, donc urbanisme favorable à la santé. Je vais souvent dire le terme UFS pour simplifier. Et donc on essaye d'avoir de plus en plus des démarches UFS qui, elles, sont plus tournées vers, les projets d'aménagement, plutôt opérationnels. Et c'est notamment le cas on travaille avec, la communauté de communes Cœur du Var sur une ZAC, zone d'aménagement concerté. Et puis, on a eu l'occasion de répondre, il y a pas plus tard que la semaine dernière, à un appel à manifestation d'intérêt aussi lancé par l'ARS au niveau régional. Donc, on va voir si on va pouvoir poursuivre un peu, mais l'idée, c'est d'aller le plus loin possible sur ces démarches UFS. Et cet outil permet de faire, un diagnostic, on va dire, simplifié bien entendu, mais bon, c'est déjà une première base. Donc quand je vous parlais de déterminants de santé, ça c'est un terme assez classique dans l'UFS. Donc c'est les critères socio-environnementaux qui font partie de 3 grandes catégories. On a l'environnement physique, le cadre de vie et l'environnement socio-économique principalement. Et en fait, donc cet outil regroupe différentes données disponibles en open data sur donc l'environnement physique et donc les 2 autres parties. Concernant l'environnement physique, donc on a des informations sur la qualité de l'air, la qualité des sols et la qualité des eaux superficielles et souterraines. Hem, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler un peu ce qu'on retrouve dans cet environnement physique et puis après je détaillerai ce qu'il y a dans le cadre de vie, environnement socio-économique. Heu, donc pour les questions, on l'a dit à l'écrit. Par contre, si je suis pas clair ou vous comprenez rien, vous hésitez pas à m'interrompre, bien entendu, au cours de la présentation. Donc pour ce qui est de la qualité de l'air, on a utilisé, les données fournies par, du coup, partenaire de l'Odadvar, qui est, Atmosud, donc qui s'occupe de toute la qualité de l'air sur l'ensemble de la région. Et donc là, c'est un outil qu'il faut qu'on mette à jour, donc ça, c'est un sujet que j'aborderai avec vous à la fin. À l'époque, donc en 2020, on utilisait les données CSA, Car Strategic Air. C'est une méthode bien à part qui permet finalement de moyenner les niveaux, des polluants atmosphériques sur 5 ans et donc d'éviter et de gommer, on va dire, tous les critères météorologiques, qui parfois permettent, enfin influencent beaucoup le dépassement des seuils réglementaires, ou des seuils de l'OMS, quand c'est au niveau, lorsque c'est au niveau journalier. Alors que là, du coup, comme on est sur une moyenne sur 5 ans, on arrive à lisser un petit peu plus ces résultats et on a une donnée qui est plus facilement utilisable en termes d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que maintenant, avec le nouvel indicateur qui a été mis en place, j'ai un trou, ça doit être, ICARE, je crois, qui va permettre, permettre d'avoir en fait, enfin, une similitude un peu avec cette carte stratégique R qui, elle, sera pas forcément mise à jour, tout de suite. Et là, on est sur des données 2014-2017. Si toutefois vous souhaitez développer ce genre d'outils ailleurs enfin dans d'autres territoires, pensez bien à pas prendre en compte 2021-2022, hein, qui sont souvent les années de référence de nos élus et évidemment avec les confinements, c'est plutôt
des années à éviter parce qu'on avait forcément des bons résultats, mais qui reflètent pas du tout, une année, normale. Donc vous voyez sur 5 ans, donc là j'ai cliqué donc pour afficher la donnée qualité de l'air, hein. C'est un outil qui s'utilise de manière assez classique, comme un outil SIG et donc vous voyez qu'on a, différentes données qui sont pixelisées. On va avoir les zones air prioritaires, c'est vraiment les points noirs, les grosses zones de trafic, hein. Vous voyez que principalement ressort le réseau viaire, les zones en dépassement réglementaire et les zones en dépassement potentiel. Donc en gros, là on est sur, une donnée qui est assez intéressante sur le déterminant, qualité de l'air extérieur. Vous voyez que dans cet outil, on n'a rien sur la qualité de l'air intérieur. On est sur une thématique qui est beaucoup trop ciblée à l'échelle du bâtiment et donc là, pour un outil cartographique de ce type, on pouvait pas avoir de données, suffisamment, précises. Je vais après vous détailler ce qu'on peut faire de cette donnée, avec quelle autre donnée on peut la croiser. Pour l'instant, je vous détaille tout et puis on verra ça après. Donc voilà un peu pour, vous donner une première information sur la donnée qualité de l'air. Heu, non, je vous dirai ça tout à l'heure sur le lien avec la donnée bruit. Sur la qualité des sols, on a différentes données utilisées. Bien entendu, les cités sols pollués ou potentiellement pollués, donc ça, c'est une donnée de l'Adréal qui est intéressante, mais qui pose certaines questions. Donc là, vous voyez, ils sont référencés ici. Il nous suffit de cliquer sur le triangle et on a donc, le code de référencement, le type, d'activité que l'on avait, son adresse et derrière donc on peut, retrouver sur internet facilement la fiche qui correspond donc à ce site et sols potentiellement pollués. Pour revenir sur l'onglet principal, je retourne sur l'onglet couche qui est ici. Et donc cette donnée est intéressante, mais il y a un mais, hein, comme souvent, c'est qu'on n'a pas forcément une mise à jour régulière, et du coup, on ne sait pas systématiquement si le site a été dépollué ou pas. Donc depuis, la mise en place de ces fiches. Donc ça nécessite quand même c'est bien comme information, comme une alerte, mais ça nécessite quand même une vérification locale pour être sûr que depuis, il n'y a pas eu une dépollution ou en tout cas ou une activité mise en place qui nécessite pas de dépollution. Et là, on pense principalement à la mise en place, de panneaux photovoltaïques, par exemple, hein, qui peuvent être faits sur friches polluées, qui est encouragée dans la récente loi d'accélération des énergies renouvelables. Autre information, on a les fameuses données BASIAS, où là, on est sur de l'inventaire historique, sur des sites industriels, activités de services, donc actuels et passés, qui potentiellement, pouvaient provoquer une pollution, mais rien n'est vérifié. On est vraiment sur de la potentialité. Et puis dernière information qui est assez intéressante dans l'ouest de la France et également chez nous, c'est le potentiel radon. Alors là, on est sur une donnée qui est uniquement disponible à l'échelle communale. Et donc, je sais pas si vous le savez, mais voilà, à chaque fois donc quand on clique, pardon, sur, la donnée potentiel radon, on peut avoir un petit descriptif qui nous dit un peu de quoi il s'agit. Donc voilà, le radon, un gaz radioactif qui, en fait, peut diffuser dans les habitations à travers le sol, si toutefois vous n'avez pas de vide sanitaire, par exemple. Et donc en termes de pathologie, derrière, on a un risque de cancer, heu, voilà et c'est notamment, voilà, ce qui est écrit là, 2e facteur de risque de cancer du poumon après le tabagisme. C'est quand même non négligeable et donc on a 3 catégories, hein, sur le potentiel radon, catégorie 1, 2 et 3. Catégorie 3 étant les communes qui sont le plus soumises au risque. Alors on est sur une donnée géologique, hein. On est bien sur le radon issu de la géologie. Et donc vous voyez qu'on a quand même dans le sud, d'ailleurs les gens sont assez surpris de voir qu'il y a une thématique radon, hein, sur les communes du sud de la France. On en parle souvent dans l'ouest, mais c'est aussi vrai chez nous. Et donc là, derrière, en termes de préconisation, c'est essayer de, si possible, de mettre un vide sanitaire et lorsque c'est pas le cas sur les habitations existantes, aérer le logement 2 fois 10 minutes par jour. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est pollution de l'air intérieur. Voilà et donc vous voyez, à la limite de cet outil, on est plutôt sur la donnée infracommunale et là, vous voyez, on n'avait pas l'information à l'infracommunale, donc on est sur de la donnée communale. Heu, L'intérêt en fait de faire figurer cette donnée, c'est justement de parler du potentiel radon. Là, vous voyez, je vous en ai déjà parlé pendant 3 minutes, simplement du fait que je l'avais mis dans cet outil et en fait, c'est ça, je pense, qui est important, c'est de sensibiliser. C'est aussi un des rôles de cet outil. On peut pas exploiter toutes les données qui y sont mentionnées, mais au moins ça doit faire tilt derrière, c'est que, voilà, le potentiel radon est une thématique à traiter chez nous. Voilà et enfin sur la thématique qualité des eaux superficielles et souterraines, là pareil, on va être sur des données qui sont
difficile à relier directement à des projets d'aménagement, en tout cas à l'échelle infracommunale. On pense notamment aux données du SDAGE issues donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui a été mis à jour en 2024 et là, c'est les données de l'état initial 2022. Et donc, dans ce SDAGE, on retrouve la qualité des masses d'eau souterraines, donc qui peuvent être état chimique et quantitatif bon, état chimique médiocre et quantitatif bon. Vous voyez que là, on a en fait, normalement, on a 2 typologies, l'état chimique et l'état quantitatif. Et nous, pour simplifier, pour être justement encore un peu plus pédagogique, on a regroupé les deux aspects ensemble. Et là, vous voyez que cette donnée-là, c'est très difficile finalement de voir en quoi le projet d'aménagement peut avoir un impact sur la qualité des masses de souterraines et inversement. Parce que forcément, on est sur un cycle de l'eau qui se résume pas à une superposition de couches géomatiques, loin de là. Et donc, on ne sait pas si ça se trouve, voilà, si un projet donc au sud de Hyères peut avoir un impact ou non sur la masse d'eau du Gapo, étant donné que sur les masses d'eau souterraines, c'est quand même très compliqué de connaître précisément le cycle de l'eau. Sur la qualité de l'eau, hop là, je vais refermer ça. Qualité des cours d'eau, donc la qualité de l'eau superficielle. Là aussi, on a croisé les typologies état écologique et état chimique, et on se retrouve avec différentes qualités pour les différents tronçons des principaux cours d'eau du département. C'est une donnée d'usage aussi, et là encore, c'est pour sensibiliser à la question de l'eau. Mais pour autant, on n'a pas de lien direct avec les projets d'aménagement. Alors j'ai souvent la question, mais pourquoi vous intégrez pas les données de qualité de l'eau potable? Alors là aussi, on pourrait l'utiliser. Par contre, on est sur une donnée qui va être communale, voire intercommunale. Et finalement, on n'a pas souvent un lien direct avec l'aménagement des territoires. C'est plutôt une gestion opérationnelle de l'usine de potabilisation qui est mise en avant à travers cet indicateur. Et on n'est pas finalement en lien direct avec l'aménagement, si ce n'est quand même la capacité de l'usine. Mais ça, c'est un autre sujet à accepter une nouvelle population. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des périmètres de protection de captage d'eau potable. Donc là, c'est les données fournies par l'ARS sous convention. C'est pour ça qu'on est bien sur des identifiants. Ils nous ont bien dit que c'était possible de diffuser, mais la donnée, mais uniquement avec les identifiants disponibles. C'est une donnée qui est disponible pour toutes les collectivités par ailleurs. Et donc là, on retrouve classiquement les périmètres de protection immédiat rapprochés et les périmètres de protection éloignés. Désolé pour la petite coquille, l'erreur d'orthographe sur éloigné. Et donc là, on est sur les périmètres de protection éloignés, c'est les existants, étant donné que pour les nouveaux périmètres de captage, nous n'aurons pas de périmètre de protection éloigné. Pour autant, les collègues de l'ARS avec qui j'ai été en relation, notamment pour le déploiement de cet outil, me disaient que c'était intéressant de garder les périmètres de protection éloignés existants. Ça permet de garder une vigilance en fait sur cette thématique. Voilà. Et puis enfin, on a une donnée alors là qui date un peu de 2021, on l'a pas forcément mise à jour sur la qualité des eaux de baignade. Là encore, difficile de voir directement le lien avec, l'aménagement du territoire, mais c'est aussi pour sensibiliser à la question. Voilà, donc vous voyez sur l'eau, c'est dur d'avoir un lien direct entre, les projets d'aménagement et ce déterminant de santé. Alors, sur le cadre de vie, là, on a essayé il y a des choses peut-être un peu nouvelles. Alors d'abord, on a traité les champs électromagnétiques avec deux données disponibles. C'est les lignes électriques à très haute tension, à la fois aériennes et souterraines, donc des données disponibles via RTE principalement. Je regarde juste s'il y a non, il y a pas forcément de demande. Elodie me dira si toutefois il y a des demandes particulières ou des incompréhensions. Et donc là, sur les lignes électriques à très haute tension, l'idée en fait derrière, c'est d'avoir à la fois le tracé, hein, voilà, et puis aussi les zones d'évitement, vous voyez? Donc c'est un tampon en fait qui est mis, hop, on va zoomer un peu, tiens, sur l'accro, ah, et puis on va mettre, j'en profite pour vous dire qu'on peut changer les fonds de carte, donc voilà, j'ai une photo, là, et là, je vais donc mettre un petit peu de transparence à la zone d'évitement, vous voyez, j'ai cliqué sur la donnée, j'ai mis une opacité à 60, hop, et voilà. Et donc, dans ce fameux buffer, là, vous voyez ici, on est sur les zones recommandées, donc d'évitement, recommandation ANSES de 100 mètres de chaque côté des lignes, évitement d'intégration d'équipements recevant des personnes sensibles. Donc, personnes sensibles, les jeunes et les personnes plus âgées. Petit aparté, dans le département du Var, on a un sol naturel négatif.
Donc on a plus de décès que de naissances. Pour autant, on a un solde migratoire qui est plus que positif, enfin qui est très positif. On a une grosse problématique de personnes âgées. Faut imaginer à 2045, ce sera 20 de la population qui aura plus de 75 ans, d'après les projections INSEE. Donc c'est une vraie thématique à prendre en compte. Voilà. Donc les personnes sensibles, les plus jeunes et les plus âgées, et donc on recommande d'éviter du coup tout ce qui va être, crèche, école primaire, EHPAD, établissement de santé, donc dans une zone de buffer de 100 mètres autour des lignes. Donc voilà un peu l'idée de représenter cette information. Vous verrez que tout à l'heure, on en a fait un indicateur synthétique heu, pour croiser ça avec justement les équipements accueillant les personnes sensibles. Voilà ce que je voulais vous dire sur les lignes donc, électriques et aériennes. Et puis deuxième information disponible à l'échelle nationale, ce sont les sites radioélectriques, donc de plus de 5 watts. De quoi s'agit-il? Ça va être toutes, les antennes, télécom, 4G, 5G, et j'en passe. C'est une donnée qui va être, assez difficile à mobiliser. Parce qu'en fait, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec, la personne référente un peu de cette donnée au niveau national et elle me disait que les ondes en fait, radioélectriques, ont plutôt une forme, heu, zut, une forme, zut, j'ai perdu le terme, en tout cas pas une forme linéaire. C'est-à-dire que si on est sur un équipement qui est situé, au rez-de-chaussée, d'une antenne située, tout en haut sur le toit, c'est pas on n'aura pas forcément donc un impact direct, heu et donc voilà, c'est plutôt une trajectoire de parabole, je vais y arriver on peut pas forcément avoir, on va dire, de buffer, de zone d'évitement, comme j'ai pu vous montrer à l'instant avec les lignes électriques. Là, on est plutôt sur simplement une vigilance. Si vous avez, 6 antennes, dans un quartier où vous voulez implanter une nouvelle école, peut-être que la question se pose de savoir si ça vaut le coup, sachant qu'on est sur une donnée encore très sensible, pas d'impact direct sur la santé qui est encore établi et c'est pour ça que c'est, l'objet d'une étude dans le cadre du plan national santé environnement, 4 actuel. Bah, voilà, quand il y aura les résultats, on en saura plus et on verra si l'ANSES recommandera des zones d'évitement, à minima. Donc quand l'ANSES recommande des zones d'évitement, on est bien sur de la recommandation, donc c'est pas pris en compte dans les docs de planif, tels quels. Heu, voilà, mais c'est bien de l'avoir en tête, au moins en termes de vigilance et puis pour éviter certains types d'équipements. Mais on va pas forcément engager une inconstructibilité avec des recommandations de l'ANSES. Ça, c'est impossible. Voilà. Sur l'environnement sonore, donc là, on a intégré les zones de dépassement du seuil réglementaire de jour et de nuit. Ça, c'est une information qui nous est parvenue, grâce à la mise en place des cartes stratégiques bruit, hein, qu'on a sur l'ensemble du territoire, qui petit à petit sont mis à jour au niveau national et donc voilà, là, c'est une donnée qui date de 2022. Et donc en fait, il y a 2 informations qui sont données en général. Ça va être, les LDN et les LN, donc les seuils de dépassement réglementaires, les zones de dépassement réglementaire jour et soirée et les zones de dépassement réglementaire de nuit. Donc ça se mesure en dBA et c'est bien, le code de la construction qui régit, ce dépassement. C'est-à-dire que c'est bien des zones à réglementer à l'intérieur de chaque bâtiment, hein. On n'est pas sur le code de l'urbanisme. Pour autant, c'est important dès l'urbanisme de le prendre en compte, notamment pour tout ce qui va être, école, parce que voilà, éviter quand même qu'il y ait trop de bruit au niveau des cours d'école, ça peut être, intéressant si derrière on souhaite, faire classe à l'extérieur, voilà, par exemple. Voilà, sur les zones de dépassement de seuil et donc là, on a regroupé en fait, les seuils réglementaires LDN et LN dont je vous parlais à l'instant. Et ce qui est intéressant lorsqu'on n'a pas ces zones de bruit ou qu'on n'a pas des zones de mauvaise qualité de l'air, c'est d'utiliser l'une ou l'autre donnée. Parce que vous voyez que dans les 2 cas, on est sur le réseau vert principal avec quelques petites nuances, mais globalement, on est sur à peu près les mêmes données, ouais. On a quand même des zones par rapport au déplacement de bruit qui est un peu plus large que, les données de zone de déplacement par rapport à la qualité de l'air. Voilà. Hop, je continue parce que je vois le temps qui passe, mais bon, je vais bientôt terminer. Et là, je vais zoomer sur 2 données qu'on a créées à l'agence, les températures urbaines. Donc là, vous voyez, on parle de zone de chaleur, pas d'îlot de chaleur, parce qu'îlot de chaleur, c'est
une méthodologie bien précise qui prend en compte la typomorphologie des bâtiments. Donc la hauteur des bâtiments, l'orientation, quelle est la ventilation entre les bâtiments. Est-ce qu'on a des rues canyons ou pas? Alors que là, sur les zones de chaleur, c'est une information plus simple qui peut être utile pour les agences d'urbanisme, qui ont pas forcément, les moyens d'aller plus loin, donc sur les îlots de chaleur ou pour les autres partenaires également, où là, on est sur, les températures de surface. Donc on prend en compte les températures sur un toit, les températures au sol ou les températures au niveau de la canopée d'un arbre, vous voyez? Et à partir de données satellites et en fait, on en a fait une moyenne par année. Donc on a regardé au sein de l'aire urbaine, hein, uniquement, donc au sein des tissus urbains, les écarts à la moyenne urbaine sur l'ensemble du département et donc les zones où il fait plus de 3 degrés plus chaud que la moyenne urbaine, on considère ça comme une zone de chaleur et en fait après, on a regardé ça sur 5 années consécutivement et donc lorsqu'on a un pixel, donc ce sont des pixels de 30 mètres par 30 mètres, où on a une température supérieure de 3 degrés à la moyenne urbaine 5 années sur 5, on est sur des zones rouges très foncées et voilà et donc là, vous voyez, on définit comme ça des zones où il fait vraiment plus chaud et sans surprise, on retrouve principalement ces zones au niveau, des zones d'activité. Hein, là, c'est notamment le cas, heu, au nord-est de Toulon. Voilà, donc là, on se retrouve sur vraiment de la zone d'activité, forcément avec de la toiture plate où il fait très chaud et sur des zones très, très imperméabilisées, comme vous voyez sur les photos. Donc derrière, il y a une vraie conséquence en termes de température. On a fait la même chose sur les zones de fraîcheur. Où là, pareil, on est uniquement en tissu urbain. On n'a pas pris en compte, vous voyez, l'ensemble des tissus forestiers. Mais vous voyez, dès qu'on est en limite de zone, en limite, donc de zone forestière, on a des zones qui sont en moyenne plus fraîches et surtout, on voit, ça c'est assez intéressant, l'impact du littoral. Alors de manière très localisée, hein, dès qu'on est au-delà de 100 mètres, du littoral, ça s'estompe, mais on voit quand même des zones de fraîcheur vraiment sur le littoral. Voilà, ce que je pouvais vous dire là-dessus. Pour vous dire à quel point la donnée quand même est assez précise, heu, s'est retrouvé donc sur Toulon, une zone où il y avait, 2 stades, et en fait, on a un stade en synthétique, un stade en herbé et le stade en herbé est plutôt en zone de fraîcheur et surtout le stade en synthétique est clairement en zone de chaleur. Alors ça veut pas dire que c'est l'herbe qui rafraîchit, hein, c'est plutôt à mon avis l'arrosage, mais en tout cas, ça veut surtout dire que le synthétique chauffe beaucoup. Alors, voilà, c'est tout l'enjeu de l'aménagement du territoire, c'est de faire le lien entre différents enjeux, hein. Donc là, on a bien l'enjeu entre consommation d'eau et de chaleur, qui se croisent, mais voilà, c'est intéressant de l'avoir en tête. Et juste pour vous donner là, je vous donne l'information, voilà l'écart des températures à la moyenne sur une année, sur l'année la plus récente. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Heu, voilà. Donc là, on a parlé des températures, du bruit, des champs électromagnétiques et là, on va parler de la nature en ville. Donc là, c'est une donnée qui est continuellement mise à jour, pas forcément dans l'outil, mais chez nous en interne, parce que c'est nous qui la produisons. Donc là, on va bientôt la mettre à jour dans cette, heu, dans cette plateforme. Donc là, l'idée, c'est de recenser l'ensemble des espaces verts publics de proximité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par espace vert public de proximité? Eh bien, on n'est pas sur les grands massifs forestiers ou les plages à proximité de la ville, mais bien sur, le square, le parc urbain. Donc on a identifié, on a recensé nous-mêmes au sein de l'agence, différents espaces verts de proximité. Donc, les plus petits, hein, qu'on nomme, tels quels, les jardins historiques, donc associés aux Bastides, et voilà, différents bâtiments classés. Les parcs urbains, on est sur une ampleur plus grande avec, du coup, notamment des équipements de santé, équipements sportifs, pardon, ou aires de jeux pour enfants et espaces naturels aménagés, on est principalement sur les ENS, espaces naturels sensibles, gérés par le département. Et donc voilà, on a référencé ces différents espaces et derrière, vous voyez, on a calculé l'accessibilité en 10 minutes à pied à ces espaces. Donc pour ce faire, c'est en fait une méthode géométrique qui reprend le réseau viaire et les cheminements, piétons. Et donc, on a fait tourner une moulinette, enfin géométrique comme on dit chez nous, pour voir un peu, voilà, quelles étaient les zones où on avait accès en moins de 10 minutes à pied à un espace vert public. Et donc, à partir de là, ça permet de définir des zones de carence. Pour autant, là, on est bien sur l'offre en espace vert public, pas sur
on est bien, pardon, sur l'accessibilité en espace vert public et pas sur l'offre, hein. Vous savez, l'offre, c'est les fameux, 10 m² d'espace vert par habitant dans les villes, hein, promus par l'OMS. On a d'autres études en parallèle qui permettent un peu de définir ça, mais dans cet outil-là, on est uniquement sur l'accessibilité. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les données, donc je vous laisserai regarder le reste, mobilité à vélo et puis les différents sentiers qu'on a recensés. Et puis pour l'environnement socio-économique, là, on est parti sur des données INSEE, donc les données INSEE disponibles de manière la plus fine et la plus précise au carreau de 200 mètres par 200 mètres. Et là, on a regardé justement la répartition des jeunes de moins de 5 ans. Donc là, vous voyez, lorsqu'on a plus de 100 personnes de moins de 5 ans, donc ça va être les petits carrés qui sont violet foncé. Et puis, on a regardé également pour les seniors. Et enfin, on a regardé le nombre de ménages où il n'y a qu'une seule personne par ménage. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est comme ça, on peut pas avoir l'information ménage d'une personne et personne de plus de 75 ans, oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir les 2 informations, ça veut pas dire qu'on considère que c'est forcément le même ménage. Voilà, et puis on a regardé également l'offre de soins, où là, on a les différents équipements de santé qui sont recensés. Hop, voilà, avec la médecine de proximité, médecine spécialisée, offre paramédicale et maison de santé. Donc on est sur la base permanente des équipements. Donc là, c'est la donnée 2020. Je me demande si maintenant elle peut être à jour. De toute façon, il va falloir qu'on mette un peu à jour tout ça. C'est pas forcément une donnée des plus précises au niveau de l'adressage, mais c'est la donnée la plus disponible de manière la plus large pour l'ensemble du département. Et puis donc, ma collègue a également calculé le taux d'équipement pour 1000 habitants. Ça va être à l'échelle communale, mais ça permet d'avoir un peu une indication des communes plus ou moins desservies, en médecine de proximité, en offre paramédicale ou médecine spécialisée. Voilà. Et donc vous voyez que là, on est sur des informations infracommunales et ça croise en fait l'Observatoire régional de santé qui est lui plutôt sur des données communales, voire intercommunales. Et donc on est en lien justement pour faire le lien entre ces 2 outils, hein, qui se complètent. Maintenant je vous ai présenté les données brutes, vous voyez qu'en fait on a beaucoup de potentiel. Et pour l'instant, on est vraiment qu'au début finalement, hein, sur les différents indicateurs de santé qui vont croiser, finalement les différents enjeux. Donc pour faire le croisement des enjeux, il faut déjà identifier les établissements qui reçoivent des personnes sensibles. Donc vous voyez, on a référencé les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les crèches, les écoles et puis les équipements sportifs de plein air. Là aussi, toujours à l'échelle infracommunale. Hop, allez, on va sur Bandol, sympa. Voilà. Et donc à partir de là, on peut faire plein de croisements. Donc par exemple, ici, on a croisé l'information sur la qualité de l'air, sur donc les zones de dépassement de seuil avec les équipements sportifs de plein air. Et vous voyez en fait, les zones en rouge, c'est les zones où on a hop, on va remettre la qualité de l'air. Les zones où on est, vous voyez, à proximité, hop, donc on a mis un buffer à l'équipement, mais vous voyez les zones de d'équipements sportifs de plein air à proximité d'une mauvaise qualité de l'air. Et donc, parce qu'on sait que voilà, les équipements sportifs de plein air sont souvent mis le long des grands axes routiers en raison de la problématique du foncier, hein, qui est assez difficile. Mais du coup, voilà, ça va être une problématique et petit à petit qui devrait être prise en compte. Ça ne veut pas dire évidemment, il faut fermer tous ces équipements sportifs parce qu'on sait très bien l'enjeu justement de favoriser l'activité physique, hein, qui fait partie justement d'un des angles de l'urbanisme favorable à la santé. Pour autant, si toutefois les collectivités ont un projet de rénovation d'équipements sportifs de plein air, et ben peut-être que cet outil permet justement d'avoir une petite vigilance et de se dire, bah voilà, s'il faut relocaliser un équipement, ce serait peut-être celui-là plutôt qu'un autre. C'est comme ça qu'il faut voir l'outil. Voilà, et autre information qu'on a fait également, on a eu un autre outil un peu plus développé à l'échelle de la métropole sur les crèches et les écoles, hein, sur l'urbanisme favorable à la santé. Je ne vais pas vous détailler ça aujourd'hui, mais là déjà à l'époque, on avait fait donc l'accessibilité aux équipements, pardon, l'accessibilité aux espaces verts publics en moins de 10 minutes à pied. Et donc vous voyez là tous ceux qui sont donc en vert, ceux qui ont accès en moins de 10 minutes à pied, et hop, en gris, là on va avoir une carence en espace vert. Donc on voit là les écoles primaires qui n'ont pas d'accès en moins de 10 minutes à pied à un espace vert public. Voilà, et j'en termine avec l'exposition des personnes seniors à la surchauffe.
Donc vous vous rappelez, je vous ai montré les carreaux lycées qui présentaient les personnes de 65 ans et plus, ou de plus de 60, plus de 79 ans, voilà. Et donc ici, on a référencé en fait les personnes âgées qui ont 65 ans et plus, qui vivent seules, qui sont situées dans des zones de chaleur. Hop, voilà, donc ici, il y en a pas juste là. Il y en a par exemple ici. Voilà. Donc là, on est même sur les personnes âgées. On a plus de 25 personnes de plus de 80 ans qui vivent donc dans ces carrés-là. Et, euh, et c'est aussi des zones qui sont soumises aux zones de chaleur. Donc là, on commence à rentrer un peu dans l'opérationnalité, pardon. Ça peut être des informations utiles dans le cas du déclenchement des plans canicules, pour essayer de cibler les zones où il faut aller en priorité aider les personnes vulnérables. Pour autant, voilà, c'est pas forcément de la donnée hyper précise et c'est souvent lié simplement à de la densité, hein. Plus on a de population, bah, plus on a de chances d'avoir des personnes de plus de 25 individus de 80 ans. Pour autant, ça peut être intéressant d'avoir cette info-là et ça, en tout cas, nous, ça nous intéresserait de travailler un peu plus finement sur cet indicateur qu'être simplement pour donner à voir, pour l'instant. Voilà. Et dernière information, et j'en aurai terminé, il est 14h40, il est temps, c'est l'indice vigilance santé. Donc là, on est sur, bah, finalement un cumul. Donc là, on est à l'échelle de la parcelle et on a regardé en fait les six contraintes qui étaient disponibles à l'échelle infracommunale. Donc qui concernent du coup, vous voyez, j'ai cliqué encore là sur la donnée pour vous montrer la description. Donc on a la pollution atmosphérique que je vous ai montré tout à l'heure, on a le bruit, on a la pollution des sols, donc on a pris les secteurs d'information sur les sols, les champs électromagnétiques, on a pris le buffer de 100 mètres, on a pris les zones de chaleur, et donc la carence en espace vert. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement additionné ces contraintes et voilà, pour simplement avoir une échelle donc sur l'ensemble de nos parcelles pour voir si on est plus ou moins soumis à ces contraintes. L'idée, c'est pas de dire vous êtes sur une parcelle à 6 contraintes, ça va pas du tout, mais plutôt de dire voilà, vous êtes une collectivité, vous voulez mettre en place une crèche. Évidemment, la priorité, c'est la disponibilité foncière, hein, surtout par chez nous, mais bon, c'est valable dans pas mal d'endroits en France. Mais une fois qu'on a traité ce sujet et si toutefois on a 2 parcelles, disponibles, et bah, ça peut être un indicateur pour essayer de prioriser, telle ou telle parcelle. Voilà, tout simplement, faut le voir comme ça, comme un indice de vigilance. Voilà, j'en ai terminé pour, la présentation de l'outil. J'espère que j'ai été clair parce que bon, à force de le présenter, je pensais être rodé, mais si ça se trouve pas du tout. Vous allez me le dire. Donc, voilà, je vais peut-être arrêter le partage d'écran et puis on va regarder tout de suite s'il y a eu quelques questions. Alors, eh ben, comme il n'y a pas beaucoup de questions, je propose, à monsieur Thébault peut-être de nous dire un peu à l'oral, ce que vous voulez nous dire et puis, on va essayer de voir ensemble. Bah, moi je suis au Bossé où il y a une partie urbanisée, une grande partie agricole et on est régulièrement interrogé par les administrés, en particulier par des nouveaux administrés, enfin des gens qui sont arrivés là et qui sont pas là depuis très longtemps sur les limitations des zones de non-traitement et l'exposition aux produits phytosanitaires. Euh, et donc, je me demandais si on avait cette donnée ou avoir un peu à l'échelle d'un territoire, avoir des quantités déversées ou simplement des mesures de qualité d'air euh, voilà, qui permettent de prendre en compte cette exposition. Mmh. En effet, ça c'est un Parce sujet qu'on qu'on n'est n'a jamais très très pas. loin des parcelles de vignes en particulier, sont quand même très très loin quand même des zones urbanisées, y compris. Il se trouve que les écoles au Bossé et le collège sont en périphérie de l'urbanisation, donc proche de la zone agricole. Voilà, donc c'est une question qui se pose. Mmh. Ouais, tout à fait. Je vous rejoins sur le questionnement et sur l'enjeu. Pour autant, on n'a pas d'indicateur disponible sur cela, sachant qu'en plus ça dépend, mais bon, comme souvent lié à tout ce qui va être, polluant,
atmosphérique. On est sur des données qui dépend aussi beaucoup évidemment de la météo, du sens des vents, entre autres. Et on n'a pas forcément, nous, une information parce qu'on pourrait évidemment peut-être recenser les exploitations qui sont bio ou non, mais bon, c'est pas satisfaisant parce qu'on peut pas faire notamment de conclusions hâtives hein, sur l'utilisation des pesticides et les pratiques liées à chaque agriculteur. Bio ou pas bio en fait. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas d'informations. Je sais pas si certaines personnes veulent compléter, mais c'est trop précis malheureusement pour nous. Mais l'enjeu est important, c'est sûr. OK. D'accord, merci. Voilà. Il Toi y qui a une avais. main qui s'est levée. Ouais, j'ai cru voir ça aussi. Alors, Alors, je. Oui, Ouais, Mamadou oui, bonjour. Keitas. Ouais, bonjour. Oui, c'est Mamadou Keita. Bonjour et merci pour cette présentation. Alors, moi, je suis d'une agence d'urbanisme aussi à Nancy, Scalène. Je suis géomaticien, je suis chargé d'études sociodémographie santé aussi. Alors, merci déjà pour ce beau travail parce que les autres, peut-être que beaucoup ne le voient pas, mais il y a des logiciels, enfin, c'est un logiciel libre qui est derrière, donc ce qui montre quand même une certaine liberté aussi, un gain aussi en termes financiers aussi. Donc, merci. Alors, moi, j'avais une question un peu, alors pas technique, hein, mais c'est juste du concept, hein, parce que dans l'accès aux soins, j'ai vu que vous avez présenté des choses pour 1000 habitants ou autres comme ça, des indicateurs usuels qui sont utilisés le plus souvent. Alors qu'on sait très bien que ces indicateurs-là ont beaucoup de limites, même si ce sont ces indicateurs-là que les élus comprennent et qui connaissent bien. Voilà, notamment dans le cadre de la santé, on utilise plus l'accessibilité potentielle localisée, l'APL, qui prend en compte non seulement la disponibilité dans un rayon donné, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, voire plus, mais qui prend également en compte la charge de travail de ces professionnels de santé. Notamment, on sait très bien qu'avec le vieillissement du professionnel voilà, médical. Voilà, c'est pas du tout la même chose d'avoir, voilà, c'est pas du tout la même chose. Et aussi l'influence des autres territoires qui peuvent se situer juste à proximité, par exemple à proximité de Lyon. Peut-être que l'offre de soins est très bien à Lyon, mais les communes qui sont tout juste à côté, c'est pas parce qu'ils sont pas dans la commune de Lyon qu'ils vont pas venir exercer une pression sur l'offre de soins. Donc, pour prendre toutes ces choses-là en compte, il y a l'APL qui est utilisé. Donc, je me pose la question pourquoi vous n'avez pas pris en compte, ou peut-être, comme vous avez dit ça au début, peut-être que ce sont des choses qui vont venir. Mm. Voilà. Ah Bon, oui. je m'arrête là, mais cette même Non, mais APL est c'est. aussi utilisée pour les personnes âgées, établissements pour personnes âgées ou même les écoles. On essaie globalement de sortir un peu des indicateurs usuels, même s'ils sont très bien connus, bien compris par les gens, mais de sortir de ces indicateurs-là qui permettent tout simplement de diviser le nombre d'habitants pour le nombre de ressources qui se trouvent sur un territoire, parce que dans la pratique, ça ne se passe malheureusement pas comme ça. Mm. Voilà, encore merci à vous. Mm. Là, c'est une remarque qui est tout à fait juste, très pertinente. Euh, il se trouve qu'en fait, nous, on voulait absolument développer l'outil à l'échelle départementale. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, on s'est vite aperçu que l'adressage sur la BPE, c'était pas forcément très bon, voire même parfois en fonction était parfois mauvais. Et donc, du coup, pour vraiment les calculs d'accessibilité en moins de 10 minutes à pied, ça marchait pas, contrairement du coup aux espaces verts où là, on a nous-mêmes identifié les espaces verts et vérifié, donc forcément ça marche mieux, bien que ce soit pas non plus exhaustif, hein, on essaye de faire au mieux. En effet, je pense qu'au niveau de l'accessibilité, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a une demande de la métropole, hein, toulonnaise pour aller beaucoup plus loin et prendre en compte, comme vous dites, le vieillissement des professionnels de santé. C'est vrai que nous, notre entrée offre de soins, c'était pas au départ, notre entrée principale et c'est, l'entrée qui plaît le plus aux élus. Donc on rentre par là pour parler de santé environnementale, en fait. C'est un peu notre manière de faire, on va dire et pour autant, donc on va essayer d'aller un peu plus loin, donc sur la métropole. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu, notamment sur, la communauté de communes, Lac-et-Gorge du Verdon et bah, voilà, que l'unité administrative, comme vous le disiez très justement, bah, fonctionne pas du tout parce qu'ils sont très vite tournés sur le 04, donc sur les Alpes, maritimes, et non pas sur les autres équipements, du coup, au sein de la Comcom et ou dans d'autres collectivités à proximité, mais au sein du département. Donc ouais, tout à fait, ça c'est loin d'être suffisant et puis c'est des indicateurs très globaux, bah, c'est plutôt une première approche, mais il va falloir aller plus loin, c'est sûr.
Voilà, je crois qu'il y avait donc Damien Belon aussi qui voulait intervenir. Oui, bonjour. Damien Bellon, Bonjour. donc de l'antenne de hier de la métropole. Donc, je consultais la carte et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que dans les différentes typologies d'espaces verts, il n'y a pas tout ce qui est espace forestier comme les sites du Conservatoire du littoral, par exemple, où on en a pas mal sur hier. Et bon, on peut se dire c'est pas gênant, sauf que quand on regarde après l'indice vigilance santé, ben, on se rend compte que une personne qui habite à côté des terrains du Conservatoire du littoral, comme il n'est pas à côté d'un petit espace vert, il est moins bien noté que quelqu'un qui est en centre-ville à côté d'un petit square. Donc, je ne sais pas si vous avez pas, quoi, si vous avez encore possibilité de faire évoluer l'outil. Je pense que Ouais. ça pourrait être intéressant d'intégrer les espaces naturels forestiers. Et une autre Euh, petite remarque, j'en profite. ouais, allez-y. J'ai vu aussi qu'au niveau des données vélo, elles sont pas complètement à jour au niveau Mm. notamment des stationnements vélo. Vu que la métropole met à jour chaque année son plan vélo, ben là, on retrouve pas les mêmes données que le plan vélo de la métropole, donc peut-être à reboucler pour avoir les dernières données à jour du plan vélo de la métropole. Et ouais, donc là, vous mettez le doigt sur la chose qui est importante, c'est bien la mise à jour de la donnée. Pour tout ce qui est réseau cyclable, c'est vrai qu'on est parti sur des travaux de l'ODAT justement dans le cadre du plan vélo, mais plutôt au moment de son élaboration. Donc, il va falloir voir comment on peut mettre à jour l'information, sachant que quand même la métropole développe tout un pôle open data petit à petit qui se met en place donc au sein de la métropole. Donc on va voir comment ces informations vont être transmises, hein, parce que ça aussi sera au choix à la discrétion de la métropole. Pour ce qui est des espaces verts, ben, on a une étude en parallèle hein, pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. On essaie de travailler un peu sur la nature en ville. Et on a souvent eu cette remarque de mais voilà, pourquoi vous prenez pas en compte les massifs forestiers périphériques? Et donc c'est vrai que maintenant on va l'intégrer dans l'indicateur d'accessibilité. Et puis également les plages, mais ce ne sont pas des indicateurs qu'on va forcément intégrer dans l'offre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est bien sur l'équipement, l'espace vert de proximité. Alors c'est sûr qu'on a, enfin moi j'ai souvent des retours: «Ouais, mais moi je vais me balader, sur le Faron à côté», voilà. Sauf que qui fait ça en fait? Que la population est active, en bonne santé, donc c'est-à-dire, les personnes les moins sensibles. Et là, nous, notre propos prioritairement, c'est les personnes sensibles. Donc je vais ni en poussette, ni en fauteuil roulant, ni si j'ai plus de 75 ans dans le Faron. Ou 75 ans si, il y en a, mais pas tout le monde. Et donc je pense qu'aussi, l'occasion de traiter un peu particulièrement ces espaces de proximité, c'est de dire: «Bah, voilà, dans ces espaces-là, tout le monde doit avoir y accès». Et c'est aussi un des enjeux justement du risque favorable à la santé, quand on prend la santé globalement, c'est d'être inclusif. Et ça, c'est assez essentiel et c'est pas forcément des choses qui sont bien traitées dans les espaces à proximité actuellement et c'est pas du tout forcément l'objet de tous les espaces, que ce soit le conservatoire littoral, ou les ENS, bien que quand même c'est souvent une thématique qui est traitée, hein, mais pas forcément systématiquement et voilà ce que je peux dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention ensuite sur l'indice de vigilance qui, du coup, va montrer des différences, qui sont pas forcément, prioritaires. Donc à chaque fois, il faut décortiquer et ouais, il faudra qu'on le mette à jour et qu'on aille un peu plus loin aussi là-dessus, ouais, c'est vrai. Merci en tout cas. D'autres questions, Edouard, dans le chat. Il y a notamment Monsieur Droz Vincent qui demande pour un territoire donné, comment extraire de l'outil une cartographie? Je laisse compléter peut-être. Mmh. Oui, bonjour, oui, bravo là pour le J'en travail effectué. Oui, je me demandais par exemple pour sortir, la cartographie des zones de chaleur, du territoire de TPM, si en dehors d'une capture d'écran, il était possible avec l'outil, ben, avoir un support, utilisable, quoi. Alors pour l'instant, on est uniquement sur de la donnée visualisable. Avec le LISMAP, il y a une fonction, hein, qui permet, d'extraire de la cartographie et tout. On l'a pas forcément développé là. Pour ce qui est des zones de chaleur, température de surface, c'est une donnée, qui va être mise à disposition de nos membres et donc de la métropole, hein.
Donc, faut qu'on arrive à finaliser ça avec mes collègues qui s'occupent de la data pour simplement avoir une convention cadre qui permette de transférer facilement cette donnée de température de surface à tous nos membres. Voilà. Mais ce sera en effet possible, mais pas forcément via l'outil directement, quoi. Voilà. Merci. Là. T'as une autre question à l'écrit de Monsieur Pierre Ménégo, de l'ARS. Je ne sais pas s'il veut la poser à l'oral. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait, très bien, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir présenté l'outil qui a l'air hyper intéressant. Et pour ma part, je voulais vous poser une question concernant ce que vous souhaitiez potentiellement rajouter ou pas en termes de données. Et je souhaitais savoir si vous alliez rajouter des données en lien avec la santé. Typiquement, je pensais surtout à l'accès à des services de proximité hors service hospitalier. Ok, donc là, quand vous dites service de proximité, ça va être commerce, Oui, ça va être tout ce qui est la vie du commerce, quart d'heure. association et activités sportives. Ok, alors je crois qu'on a de l'info là-dessus. Moi, je suis pas spécialiste de ces questions-là. Malheureusement, je suis pas sûr qu'au niveau adressage, ce soit très précis. Or, dès qu'on est sur les notions de ville du quart d'heure, accès en moins de 10 minutes à pied, il faut quand même une donnée assez robuste, hein, parce que si on est à l'autre bout de la rue et que la rue fait 400 mètres, ça peut être un peu, enfin, ça fausse totalement les résultats. C'est forcément une thématique qu'on traite, ça c'est sûr, mais plus au niveau local en fonction dans chacun des documents d'urbanisme. Euh, et du coup, il y a Mamadou Keïta qui dit que la BPE géolocalisée donne un bon résultat. Ouais, alors peut-être vers Nancy, par chez nous, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est la donnée la plus à jour et la plus complète à l'échelle du département. Mais on pourrait en effet sortir un indicateur qui vaudra ce qu'il vaudra, mais qui sera toujours intéressant et permettra d'introduire cette notion, en tout cas, de ville du quart d'heure, on va dire, dans l'outil. En tout cas, je note l'idée, ça, qu'elle est bonne. Merci. Je crois que Monsieur Thébault voulait intervenir de nouveau. Oui. Oui, pour dire que effectivement, j'avais bien apprécié aussi la présentation, en particulier quand vous arrivez à agréger des indicateurs, ça donne plus de puissance et je pense que en fonction des retours que vous aurez, ça sera peut-être incité à agréger différemment certains indicateurs ou les combiner entre eux. Voilà. Moi, j'ai une question. La communauté d'agglomération au sud Sainte-Baume, à laquelle le Bossé appartient, vient de démarrer son plan climat, air, énergie. Et je me demandais si ça me paraît un outil tout à fait indiqué pour déjà comme appui pour cette étude. Je me demandais si vous étiez déjà en contact avec eux ou voilà. Est-ce que vous avez déjà des relations sur ce programme-là avec eux? Alors, merci pour la question, en effet, et merci pour vos retours. En effet, on est bien en lien avec la communauté d'agglo, étant donné qu'on appuie, la CA Sud Saint-Baume sur justement ce PCAET, en effet, et puis le bureau d'études qui est en charge de l'élaborer, on le connaît bien également, donc oui, oui. Et en effet, on n'a pas forcément l'occasion de faire beaucoup de publicité, hormis ces webinaires sur l'outil. On le fait de temps en temps à des colloques et tout, mais c'est vrai qu'on pourrait le présenter, on pourrait le fournir directement au bureau d'études. Ouais, je pense qu'on va faire ça, c'est une bonne idée. On va leur transmettre, ouais, merci. Mais on est déjà en lien avec eux, on a déjà transmis des données, mais plutôt des données brutes, pour qu'ils fassent eux-mêmes leur cartographie, mais on va en effet D'accord. transmettre cette information-là. Bon, moi, je serai le correspondant de ce programme pour la D'accord, très bien. commune. Parfait. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ces questions qui étaient vraiment intéressantes. Et donc, vous voyez qu'on est, alors ça fait déjà quelques temps pourtant, mais on est encore sur une première version. Et comme ça a été dit très justement, notamment par rapport aux espaces verts, il y a pas mal d'améliorations qui peuvent être faites. Et donc, c'est aussi, je pense, l'intérêt d'avoir un identifiant à un mot de passe, c'est que
c'est pas forcément à donner à toutes les mains sans une mise en contexte. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel de se dire, voilà, on n'est pas là pour critiquer ou comparer tel ou tel territoire, mais plutôt vraiment pour sensibiliser. Donc, je pense qu'il faut pas le voir comme un jugement négatif, et c'est souvent le cas. Et même là, dans la présentation, je me dis que parfois, on est souvent sur des critères négatifs. Alors, ce qu'il faudrait, c'est plutôt mettre en avant ce qui va bien pour essayer d'être un peu dans une dynamique, ouais, un peu plus positive pour avancer, quoi. Donc voilà, si c'est un des derniers conseils que je peux donner, qui est valable pour moi-même, c'est peut-être celui-là. Voilà. Donc s'il y a pas d'autres questions, je vous remercie. Puis je remercie du coup aussi mon fils qui s'est pas réveillé. Ça a tenu, ça a fonctionné. Voilà. Donc bah merci, merci à toutes et tous. Et puis bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis n'hésitez pas. Donc Elodie vous a transmis donc les liens et les codes d'accès pour l'outil. S'il y a la moindre remarque, des choses qui vont, des choses qui vont pas, n'hésitez pas à nous écrire par mail ou à nous contacter par téléphone, hein, si vous souhaitez, via le standard de l'ODAT. On est évidemment ouvert pour améliorer l'outil et ce sera même avec plaisir. Ou s'il faut le diffuser de manière plus large, faut pas hésiter. Et puis, quoi vous dire d'autre? On a pas mal de demandes, notamment au niveau ARS, pour essayer peut-être d'élargir au niveau régional cet outil. Donc pour l'instant, voilà, petit à petit, le partenariat se monte entre les quatre, enfin maintenant 5 agences d'urbanisme et l'ARS. Et donc, bah, on verra, je pense, petit à petit comment on peut le développer à une échelle plus large, cet outil, toujours en lien avec l'Observatoire régional santé, qui est lui plutôt, qui comprend lui des indicateurs plutôt à l'échelle communale et intercommunale. Voilà. Donc je vous souhaite Merci. merci à vous et Merci. puis bon après-midi. Aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.